Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on va commencer la conférence sur les deux pandémies, la pandémie virale et la pandémie environnementale, et un peu aussi sur ses liaisons avec les modes de vie. Donc, on commence avec les images. Voilà, nous avons les organisations, les collèges de High Livelihood et FUNAM. Suivante, c'est notre conférence aujourd'hui. Suivante, et nous avons ici donc le titre. Suivante. Donc, bon, nous avons que l'humanité est face à deux pandémies extrêmement graves. D'un côté, c'est la pandémie virale, car les modes de vie humains ont créé des conditions extrêmement favorables à la propagation rapide du virus, le SARS-CoV-2, et surtout à la génération de nouvelles variations dans ce virus. Il faut se rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 6000 espèces de virus qui ont été classées et environ 500 000 à 1 million d'espèces qui sont non classées et qu'évidemment, ça représente un risque. Et la deuxième pandémie, c'est l'environnemental, associé à l'expériment humain, parce que notre espèce est en train de déployer des conduites imprévisibles, dangereuses et inédites. En fait, surtout à partir d'il y a 10 000 années où a été, s'était faite l'invention de l'agriculture. Donc, suivante. Et les deux changements les plus graves de la biosphère dans ce domaine de la pandémie environnementale, d'un côté, c'est le changement climatique mondial dû à l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et le méthane. Et le deuxième, c'est le changement global de la biodiversité, et qui n'est pas tellement fort dans l'agenda mondial, qui réduit la biodiversité, mais aussi la écodiversité naturelle de la biosphère à des niveaux alarmants. Bon, cette perte de biodiversité, c'est important, ça peut ouvrir des cycles viraux pour l'instant limités et perdre d'éventuels alliés et biologiques. Suivante. En ce qui concerne plus spécifiquement ce changement global de la biodiversité, il faut voir que nous avons un changement global de la biodiversité dans les écosystèmes d'eau douce, les rivières, lacs, marécages. Nous avons le changement global de la biodiversité dans les écosystèmes terrestres. Donc, c'est le mosaïque avec les écosystèmes naturels, urbains et agro-écosystèmes. Et nous avons aussi le changement global de la biodiversité dans les écosystèmes d'eau salée, donc les océans, les écosystèmes dans les grandes eaux salées de la planète, et aussi le changement global de la biodiversité dans les écotones, c'est-à-dire les régions de contact solide-liquide, solide-solide et liquide-liquide. Suivante. Il faut se rappeler aussi une chose très importante, c'est le niveau de biodiversité dans les écosystèmes terrestres. Et nous avons avant tout une forte biodiversité dans des écosystèmes indigènes. Par exemple, on a mis ici la Provence biogéographique du Chaco en Argentine, une faible biodiversité dans des agroécosystèmes, surtout les cultures industrielles, et finalement une biodiversité extrêmement faible dans les villes. Suivante. Euh, mais c'est important de se rappeler qu'il y a une sorte d'interaction permanente entre la pandémie virale et la pandémie environnementale. Mais la magnitude de ces problèmes est liée au mode de vie des êtres humains. Et voilà un peu qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. D'un côté, nous savons que chaque génération dispose de plus d'informations que les précédentes.
et d'une plus grande capacité de destruction de l'environnement, dans un contexte en même temps d'augmentation permanente de la population. Dans une deuxième approche, nous avons l'augmentation des pathologies sociales, notamment les inégalités, l'égoïsme générationnel, la corruption, la dictature, le crime organisé, le consumérisme féroce, la course aux armements, les guerres. En général, c'était cette sorte d'égoïsme international marqué. Et nous avons aussi un excès chaotique d'informations et une overdose de fake news. Et ça, c'est très important parce que ça a une certaine responsabilité dans l'accroissement de la divergence culturelle entre les êtres humains, la difficulté de comportement collectif cohérent et solidaire. Suivante. Donc, si on fait un sommaire, la vie sur la planète est limitée à une mince couche de surface où sont tous les écosystèmes terrestres et aquatiques. Et il y a aussi que la vie se prolonge dans les couches très minces de l'atmosphère, notre enveloppe gazeuse, et dans les portions solides. Et important de se rappeler que le total des espèces vivantes, donc la biodiversité, qui vivent dans cette mince couche externe, constitue la biosphère. Et quand on prend en compte la biodiversité, plus les environnements où vit cette diversité, nous avons donc l'écosphère. Biosphère et écosphère sont les deux domaines importants. Suivante. Donc, cette notion de biodiversité est très importante parce qu'elle est à l'origine des grands problèmes qu'on fait face aujourd'hui. C'est le total des espèces et leurs populations respectives qui coexistent dans un certain écosystème. Et évidemment, la biodiversité elle va comprendre des virus, bactéries, champignons, jusqu'aux grands plantes vertes, les vertébrés et les invertébrés. Mais aussi, il faut savoir que dans les écosystèmes naturels, où il y a les peuples autochtones, et même des autres groupes humains, ils coexistent avec la biodiversité. Et dans les écosystèmes naturels sans présence humaine permanente, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'espèces qui coexistent dans un certain espace. Malheureusement, l'être humain ignore actuellement la véritable biodiversité de la biosphère, donc aussi les différentes organisations. Et suivante. Ça c'est un sommaire des espèces qui ont été classifiées. En total, c'est un peu moins d'1,5 million d'espèces. Et nous avons par exemple le secteur le plus fréquent avec le plus grand nombre d'espèces. Évidemment, ce sont les insectes. Mais nous avons des domaines qui sont très importants liés à notre santé, comme par exemple les virus. Suivante. C'est important de voir que selon des différentes sources, le total des espèces vivantes non classées, rappelons que nous avons beaucoup moins de 2 millions, les espèces non classées, les chiffres oscillent entre 8 millions et 100 millions d'espèces. Et seulement à niveau de virus, il y a aujourd'hui environ 6 590 espèces qui ont été classées. Mais nous avons cette estimation entre 500 000 et 1 million d'espèces qui n'ont pas encore été classées. Et la chose un peu difficile, même à croire, c'est dans tous les écosystèmes naturels, la plus grande partie de la biodiversité est inconnue. Et donc, les espèces sont en train de disparaître sans que la science a donné de nom à ces espèces suivantes. Et nous avons aussi une notion qui est liée à l'intérieur, c'est la notion d'écodiversité. Ce sont les différents milieux associés à la biodiversité. Et sont les matrices gasseuses, l'atmosphère, nous avons aussi les matrices solides, les masses rocheuses, le sol, les matrices liquides, de douce au salé, la géomorphologie, hydromorphologie, les flux d'énergie, le climat et les différentes substances chimiques qui sont dans ces différents environnements et d'autres variables très importantes. Donc, l'écodiversité est définie par l'ensemble de terres, écosystèmes aquatiques et leurs zones de contact écotones.
qui inclut toutes les variations de déposition écologique au sein de chaque écosystème. Donc, ce concept est très important, le concept de la biodiversité, et quand on fait la liaison entre biodiversité et leur environnement, on peut avoir une certaine écodiversité. Et suivante. Dans un écosystème naturel, les milliers d'espèces qui coexistent sont en réalité des processus, le résultat de processus évolutionnels qui continuent tout le temps. Important, c'est que chaque espèce est en train d'occuper une niche écologique multidimensionnelle. Par exemple, l'espace occupé, celle qui consomme ou gaspille, celle qui utilise une nourriture. Et ces espèces coexistent parce qu'elles occupent généralement des niches écologiques différentes. Donc, il y a un principe d'exclusion concurrentielle qui permet beaucoup d'espèces de vivre sans être toujours en train de faire de la compétition. Suivante. Donc, c'est important toujours de garder l'esprit du principe de biogéographie des îles développé par MacArthur et Edward Wilson. Donc, quand nous avons plus isolé les régions à haute biodiversité, donc aussi écodiversité, et il y a une perte de biodiversité. Donc, ça, c'est très important parce que même les écosystèmes qui sont protégés, s'ils sont isolés, comme s'ils étaient dans une île, il y a une perte de biodiversité et d'écodiversité. Suivante. C'est important dans ce domaine de voir que le Homo sapiens est un véritable biophage. Il détruit, mais il n'y a pas une possibilité technologique de planter de la biodiversité. La seule façon pour que les écosystèmes naturels et d'autres biodiversités puissent récupérer, par exemple, la biodiversité détruite, c'est que la biodiversité elle-même avance sur les régions qui ont été détruites. C'est la seule façon. Quand les surfaces originales des écosystèmes naturels deviennent de plus en plus réduites, cela diminue dramatiquement la possibilité d'éco-succession. Et ça, c'est le secret pour que la biodiversité puisse être récupérée. L'éco-succession secondaire, c'est la seule voie parce qu'on ne peut pas planter de la biodiversité. Suivante. Dans les écosystèmes terrestres et aquatiques très protégés, et évidemment, il y a des milliers d'espèces qui ont été évolutivement organisées. Et une des caractéristiques de ces biodiversités naturelles, c'est qu'il y a des espèces dominantes avec des grandes populations qui sont plus perceptibles et des toutes petites espèces qui sont plus rares avec des populations plus petites. Et cette relation entre espèces et population par espèce fait une courbe que nous appelons l'hyperbole équilatère. Et ça, c'est le secret pour expliquer comment, à travers beaucoup de milliards d'années, l'évolution a pu transmettre cette biodiversité à travers le temps. Et nous, pour continuer à être vivants, on doit avoir des hyperboles équilatères en très bonne santé. Mais tout ce qu'on fait tous les jours, c'est de détruire les hyperboles équilatères. Suivante. Voilà l'image. Ça, c'est l'hyperbole équilatère qui a permis à la biodiversité et l'écodiversité de survivre dans le temps. Nous avons les dominantes et les rares. Suivante. Et jusqu'à la formation de Homo sapiens, il y a environ 150 000 années, et en Afrique, c'est notre source, notre berceau. Et les écosystèmes naturels indigènes à haute biodiversité, c'était le système qui existait un peu partout. Mais au fur et à mesure que l'Homo sapiens s'étendait,
Et par exemple, en Argentine, les écosystèmes d'Argentine, du Chili, du Sud sont les régions de la biosphère avec moins de temps d'occupation humaine. Et ces changements qui ont été lents, subtils pendant le 90% de la vie humaine sur la biosphère. Et ça a changé tout à fait avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, ça, c'est un peu, ce changement a commencé selon les régions il y a 4000 à 10 000 années suivantes. Et c'est important de lier tout ce qui est en train de se passer avec les caractéristiques de notre espèce. D'un côté, nous avons un système nerveux qui permet de stocker l'information qui vient de l'environnement, d'autres membres de la même, mais aussi de la propre activité cérébrale. Il y a une transmission culturelle non génétique d'informations d'une génération à l'autre. Nous sommes dans la génération numéro 5000 aujourd'hui. Et chaque nouvelle génération dispose en moyenne de plus d'informations que la précédente du fait de l'accumulation transgénérationnelle. C'est très important parce qu'au stockage nerveux classique s'ajoutent aussi d'autres formes d'accumulation externe, comme par exemple texte, graphique, livres, etc., etc. Une chose importante, c'est que le modèle de comportement humain change d'une façon permanente en raison de l'interaction entre le comportement héréditaire contenu dans l'ADN et les informations culturelles. Mais dans les écosystèmes à haute biodiversité, ce qui fait chaque espèce, ça ne change pas de la même façon et de la même vitesse. Et ça, c'est le divorce qu'il y a eu dans cet expériment humain, des gens qui changent tout le temps leurs coutumes, leur façon de vie, et un écosystème où chaque espèce a une permanence beaucoup plus rigide. Suivante. Et il y a aussi dans notre espèce une tendance notable à l'inéquité, à l'injustice sociale et à l'utilisation, par exemple, de l'esclavage. Même jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a tellement d'esclaves comme aujourd'hui, par exemple. Et nous avons que cette inéquité montre, par exemple, dans une communauté indigène, en isolement volontaire, une personne consomme environ 3000 kilocalories par jour d'énergie dans tous les concepts. Mais par exemple, un citoyen des États-Unis ou bien un Européen à revenu élevé dépasse le 400 000 kilocalories par personne par jour. Et si on fait un jeu, Bill Gates, il doit dépenser plus de 20 millions de kilocalories par personne par jour. Donc, ça montre qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas. On a naturalisé la pauvreté d'un côté et on a aussi naturalisé la richesse de l'autre côté. Et ça, c'est impossible d'être soutenu dans le temps. Il y a aussi un développement croissant et continu de stratégies violentes dans le cadre d'interactions sociales, à la fois entre les personnes et les sexes, mais aussi le développement continu de comportements guerriers, la prolifération d'armes létales. C'est notre espèce est le pire ennemi de nous-mêmes. Suivante. Mais la caractéristique la plus importante, et ça, il faut prendre compte surtout cette liaison entre les deux pandémies, et la plus préoccupante pour la survie, est que Homo sapiens, en fait, en prenant compte de ce que nous avons parlé, a grandement simplifié les écosystèmes. Donc, Homo sapiens est un consommateur et destructeur de la biodiversité indigène. C'est pour ça qu'on dit que Homo sapiens est un biophage. Alors, on a deux situations particulières. Nous avons dans cette période de 150 000 années, c'est un peu l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, l'expériment humain était limité avec une certaine intégration aux écosystèmes naturels qu'ils occupaient. C'était quand nous étions avec des modes de collecte, de chasse et de pêche.
Donc, ces impacts négatifs étaient relativement faibles et assimilables, mais tout a changé à la suite de l'invention de l'agriculture, ce deuxième domaine, dont 7 endroits différents de la biosphère, 2 de ces épisodes en Amérique latine, parce que ça a produit pas seulement la destruction d'écosystèmes naturels pour mettre des cultures, mais ça produit aussi les révolutions urbaines. Donc, c'est comme ça que commence, entre il y a 4000 et 10 000 années, une transformation qui continue aujourd'hui, absolument biophage, c'est-à-dire de réduire la disponibilité de biodiversité pour accroître, pour faire augmenter les systèmes à très, très faible biodiversité et qui, évidemment, sont très dangereux en termes de survie. Suivante. Une chose importante, c'est que au cours de ces derniers millions d'années, les principales causes naturelles de destruction massive de la biodiversité et de l'écodiversité ont été, par exemple, des facteurs externes comme les astéroïdes. Et la plus récente, il y a 66 millions d'années, qui a frappé la région de ce qu'on appelle aujourd'hui les Caraïbes. C'est grâce à ça que les mammifères ont pu faire une radiation adaptative et donc ont commencé à déployer cet expériment humain qui est caractérisé par le changement permanent des coutumes, de toutes les, même l'accroissement de niches écologiques. Donc, c'est surtout à partir de 10 000 années, avec l'invention de l'agriculture, qui commence ce processus très, très, très important de la simplification des écosystèmes. Suivante. Donc, on a changé et maintenant, on a un mosaïque d'écosystèmes où il y a une coexistence entre écosystèmes naturels, productifs et urbains. Suivante. Donc, actuellement, nous avons commencé ce que nous appelons le 6e spasme d'extinction. Donc, nous ne vivons pas avec la biodiversité. Ce n'est pas une coexistence. Nous l'avons détruite. Et si c'était peu, en plus, nous ajoutons une biodiversité évolutive non testée, des organismes génétiquement modifiés, donc les OGM. Suivante. Donc, ce que nous faisons intensivement depuis environ 10 000 années, c'est de simplifier les écosystèmes de leur chaîne alimentaire native en générant une structure de replacement que nous appelons les écosystèmes en mosaïque. Et évidemment, les plus faciles à voir sont dans ce changement les écosystèmes urbains et les écosystèmes productifs. Suivante. Donc, en contre des écosystèmes indigènes à haute biodiversité, où les espèces ont des comportements prévisibles, nous sommes absolument imprévisibles, parce que nous changeons continuellement nos comportements. Ça, c'est la définition de notre comportement biophage. Et dans les écosystèmes indigènes à haute biodiversité, les espèces sont en gestion moyenne, populationnellement aux limites imposées par l'écosystème. Ça, c'est les valeurs K, la capacité de changement. Donc, ça définit des courbes que nous appelons sigmoïdes. Ça, c'est un peu la chose la plus balancée. Mais les populations d'Homo sapiens, au contraire, se développent, vivent sur la base d'une courbe exponentielle, tout à fait différente, parce qu'elle est divorcée de capacité cette capacité de changement. Donc, nous sommes vraiment des exponentialistes. Et ça, c'est notre définition liée à cette destruction des écosystèmes qui, eux, sont sigmoïdistes. Suivante. Voilà, à la gauche, nous avons les sigmoïdes
et à la droite des exponentielles. Et la nature, avec notre capacité de survie, et les sigmoïdes. Nos sociétés typiquement exponentielles, avec une très faible possibilité de survie, sont les exponentielles, qui est ici à droite. Une curieuse coïncidence. La suivante. Donc, dans le cadre des comportements exponentiels, nous réduisons les surfaces et le volume occupés par les écosystèmes naturels d'autres biodiversités. Mais après ça, nous remplaçons les stratégies alimentaires à chaîne alimentaire longue, en coexistence avec la biodiversité, par des stratégies à chaîne alimentaire courte, toujours avec l'utilisation de pesticides et autres conduits biophobes. Et ce processus biophagiste continue aujourd'hui avec intensité. Suivante. Le problème, c'est que ce n'est pas possible de survivre en tant qu'espèce à long terme lorsqu'elles sont données simultanément. D'un côté, l'augmentation permanente de la taille moyenne des niches écologiques humaines, avec chaque fois une plus grande consommation par habitant de matériaux, d'énergie et d'informations. Deux, il y a une réduction alarmante des milieux indigènes et de la biodiversité qui est indispensable aux vivants, par exemple, la régénération des sols, support biodiversifié des bassins d'eau, etc., etc. Et trois, il y a un ajout de l'impact négatif de la consommation élevée et non durable par personne, d'environ le 20% plus riche de la population mondiale. Et il y a aussi les petites consommations par personne, mais qui est développée par environ le 90% de la population mondiale. Donc, les deux, les plus pauvres et les plus riches, dans de différentes façons, avec des différents modes de vie, font partie du problème. Et numéro 4, il y a une croissance des inégalités agraires, ça c'est évident. Et 5, une croissance démographique qui fait encore plus complexe les différents scénarios. Suivante. Donc, la destruction de la biodiversité et de l'écodiversité, l'utilisation à risque de la biodiversité naturelle pour l'augmentation, pour l'alimentation des populations, systèmes d'élevage en masse d'animaux, ont augmenté les risques de défi de pandémie virale à court et long terme. La pandémie actuelle de SARS-CoV-2, c'est la cause de la maladie COVID-19, est un problème dangereux, c'est important de se rappeler, avec la biodiversité, mais dans des circonstances humaines mondiales absolument vulnérables. C'est une vulnérabilité maximale. Dans ce moment, bien que nous ne connaissons pas exactement la chaîne de transmission d'origine, il y a des sources présumées de bêta-coronavirus. Ce sont les populations de chauves-souris, Rhinolophus affinis, et ce chiroptère asiatique possède un virus avec lequel il coexiste depuis des centaines ou des milliers d'années et qui a plus de 96% d'affinité génétique avec le SARS. Donc, il y a eu une rupture d'un cycle qui était très possiblement fermé jusqu'à l'année 2019 suivante. Lorsque l'isolement qui existait entre les humains et les virus du SARS-CoV-2 fonctionnait, nous, disons, on ne faisait pas face à un grand problème. Mais évidemment, il y a eu une rupture. Mais cette rupture, ce moment où le virus a sorti de ces, appelons, cycles fermés, se produit dans des conditions très favorables au virus, pas aux humains. D'un côté, c'est le moment de l'histoire avec les plus grandes populations réparties au monde, plus de 7 800 millions de personnes. Et deux, un système de transport aérien efficace et rapide, plus de 200 000 vols commerciaux dans une seule journée de l'année 2019, par exemple. Donc, les virus, ils peuvent se transporter par avion en business et première classe.
Et il y a trois densités de population élevées dans les villes et mégalopoles, avec des valeurs supérieures même à 200 000 personnes par kilomètre carré suivante. Et surtout, l'existence des vastes secteurs de la population humaine qui sont absolument vulnérables à l'infection par le SARS. Donc, cette expansion rapide de la pandémie et les générations successives de variantes, ça a été possible parce qu'il n'y avait pas de système de santé suffisant pour faire face à cette pandémie. Et surtout, il n'y avait pas de système suffisant pour faire face aux cas graves de COVID. Et même si les capacités de charge cas des systèmes de soins aux patients ont été dépassées, ce n'était pas seulement par la lacune d'infrastructures médicales, mais principalement par l'inélasticité des équipes de santé. On peut produire des respirateurs, mais on ne peut pas produire dans le même temps des gens spécialisés pour protéger la santé des personnes suivantes. Ça aussi, c'est un peu, et ça c'est très intéressant, c'est aussi la première pandémie virale transmise en direct à tous les pays et aussi une des plus grandes expériences de confrontation entre les informations exactes et les fausses informations, les fake news. Ça, c'est une sorte d'expériment. Et en raison de la vulnérabilité générale évoquée, malgré la rapidité du développement des vaccins, le système de solidarité internationale a échoué, a fatalement échoué. L'inéquité qui affecte d'autres domaines critiques de la vie sociale est devenue critique, dramatique dans les cas de vaccins. C'est intéressant de se rappeler qu'au 4 mars de cette année, 47 pays sur 79 classés par la Banque mondiale comme pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure n'avaient pas vacciné une seule personne. En revanche, les pays à revenus élevés ont vacciné dans une période similaire jusqu'au 2 mars en moyenne une personne par seconde. Cette distance est absolument insupportable. Suivante. Donc, nous avons qu'aujourd'hui, il existe plusieurs menaces et que la lenteur et l'inégalité des processus de vaccination favorisent le développement de variantes plus agressives en retardant l'immunisation de groupe dans chaque pays. Et il faut se rappeler l'énorme capacité virale de reproduction parasitaire des virus. Par exemple, dans un seul poumon d'une personne malade, on peut compter 100 millions d'unités virales. Et dans une personne malade, le corps entier peut avoir plus de 100 000 millions de virus. Donc, ça veut dire que les possibilités de gérer des variations qui peuvent être dangereuses est toujours très importante. Il y a tellement de personnes qui ont été atteintes par le virus. Et si on pouvait mesurer quel est le poids de tous les virus qui sont en train de faire la COVID aujourd'hui, il y a un chiffre incroyable. Ça serait moins de 2 kilos de virus qui ont fait tout ce grand problème dans la biosphère. Et deux, il y a la possibilité d'apparition de nouvelles ruptures de cycle fermées avec des virus qui étaient isolés et qui peuvent être pathogènes et qui peuvent commencer une nouvelle pandémie. Suivante. Le 3, c'est que le déclin dramatique de la biodiversité et de l'écodiversité entraînera la perte d'alliés pour l'instant inconnus pour améliorer la résistance systémique aux espèces virales. Il faut aussi, dans le quatrième point, que les deux systèmes massifs d'application de rayons X aux patients touchés par COVID-19, ainsi que la large existence de substances chimiques mutagènes pourrait augmenter les générations de mutations, éventuellement de variantes virales viables et plus dangereuses. Suivante. Il faut se rappeler que dans le dernier demi-saison d'année, il y a eu 72 épidémies et pandémies majeures
avec des effets dévastateurs. Si on pense par exemple la mauvaisement dite grippe espagnole, elle a tué entre 50 et 100 millions de morts. Cependant, tandis que l'apprentissage des gouvernements et des sociétés a été absolument insuffisant. L'échec actuel a généré des politiques de solidarité mondiale montre qu'il y a des erreurs tragiques qui continuent à être commises. Donc, il y a des conventions qui sont tout à fait nouvelles conventions nécessaires pour faire face de manière systémique et préventive à tous ces défis qui résultent de cette interaction entre les deux pandémies, la virale et l'environnementale. Les vaccins doivent être considérés comme le bien de l'humanité, pas un bien pour les corporations. Le brevetage privé de vaccins et de médicaments clés ne peut plus continuer comme entre les mains d'entreprises et de gouvernements soumis à des intérêts privés. Et l'Organisation des Nations Unies de donner naissance à des nouvelles conventions, une capacité pour répondre à cet échec de la politique et des mouvements internationaux suivantes. Cependant, il faut supposer ici que la chose la plus urgente, c'est d'empêcher une nouvelle réduction de la biodiversité et de l'écodiversité indigène, parce que c'était extrêmement dangereux. Et le meilleur vaccin écologique pour maintenir la vie des êtres humains actuels et même les futurs est la coexistence quotidienne avec le maximum de biodiversité et d'écodiversité. Cependant, rien de tout cela ne sera réalisé, ne sera pas possible si les inégalités, le manque de justice sociale et les guerres continueront d'exister. Donc, ça, c'est une chose absolument importante. Les virus, ce n'est pas seulement la menace, c'est les virus et la destruction de la biodiversité et de l'écodiversité. Bon, et donc, ça, c'est un peu un petit sommaire. Et non, maintenant, on peut faire toutes les opinions, les accords, les choses qui ne sont pas d'accord, pour essayer d'apprendre entre tous.